Bienvenue à tous pour ceux que je n'ai pas vus jusqu'à présent. Alors, nous allons passer à un sujet totalement différent, mais tout aussi intéressant pour vous, étudiants des MSI de l'INSEC, qui est celui de l'innovation sociale. Alors, l'innovation sociale, c'est un concept un petit peu général, un petit peu global, qui englobe des tas de choses. Vous allez voir qu'avec nos invités, nous avons choisi un aspect très pointu de l'innovation sociale, qui est forcément très important pour vous, et pas seulement en entreprise, qui est celui du bonheur. Alors, sujet vaste, pour lequel nous avons 4 invités qui vont me rejoindre dès maintenant. Nous avons Herminio Esquena, voilà, de MSI Croisière, qui va se présenter dans un instant. Nous avons Fabienne Broucaré, de Happy Job, et Géraldine Dupré, de la Fabrique Spinoza. Nous attendons également Anne-Claire Long, de Michel et Augustin, qui est prise dans les bouchons, qui aurait dû d'ailleurs prendre un métro plutôt qu'un RER. Et le sujet du RER est un vrai sujet aujourd'hui, puisque en pleine grève, eh bien, nous sommes au cœur de l'innovation sociale, puisque la RATP, installez-vous, la RATP fait grève aujourd'hui parce que les conducteurs en ont assez d'être sanctionnés quand ils sont en retard au travail. Donc, sujet absolument passionnant que nous allons essayer d'aborder avec nos invités. Nous allons commencer par Herminio. Je vous laisse peut-être vous présenter un peu l'actualité de votre entreprise MSI Croisière. Volontiers, bonjour, merci de votre accueil. Donc, je suis et accompagne la relation institutionnelle pour MSC Croisière et plus en général pour le groupe MSC, qui est un acteur majeur à la fois dans le transport de marchandises en mer, donc le fret maritime, mais aussi, donc c'est ce qui nous occupe davantage peut-être aujourd'hui, une grande compagnie de croisière, premier client au titre des grands contrats à l'export de la France, d'autant plus que l'entièreté de la flotte MSC a été et se construit auprès des chantiers de Saint-Nazaire, donc pas trop loin d'ici. Compagnie qui évolue dans ce que l'on appelle la croisière de masse. Ce sont donc de grands paquebots avec néanmoins un esprit novateur assez important qui fait aujourd'hui des bateaux de croisière des destinations à part entière. Voilà. Merci. Fabienne, Happy Job, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots en quoi consiste votre travail aujourd'hui en tant que fondatrice ? Bonjour à toutes et à tous. Du coup, moi, j'ai fondé My Happy Job, qui est un site internet dédié au bien-être au travail et à la qualité du travail. Et en fait, je l'ai fondé l'année dernière. Je suis journaliste depuis une petite dizaine d'années et j'avais envie de me le mettre à mon compte en lançant mon média et en me spécialisant sur la question du bien-être au travail. Et l'idée est de parler de travail de manière positive et surtout de montrer qu'on peut être bien dans son travail au quotidien. Donc, au quotidien, on partage en fait à la fois des bonnes pratiques, des témoignages, on fait de la veille d'actu sur le sujet. On a aussi une newsletter qui est envoyée tous les mardis matins et donc le site existe depuis un peu plus d'1 an et l'idée étant vraiment de montrer qu'on peut être bien au travail, qu'on soit manager, dirigeant d'entreprise, salarié et qu'on a tous un rôle à jouer pour y arriver, mais aussi que ça se travaille toute l'année et généralement de manière collective. Merci. Géraldine, quelques mots sur la Fabrique Spinoza. Bonjour, donc je suis Géraldine Dupré, l'impresario du bonheur au travail de la Fabrique Spinoza. La Fabrique Spinoza, c'est un think tank, c'est le mouvement du bonheur citoyen qui a été créé il y a à peu près 7 ans. L'idée étant de remettre le bonheur au cœur de la société parce que c'est une aspiration humaine naturelle et qui plus est, après, quand on parle de bonheur au travail, c'est peut-être lié avec la performance ou ce genre de choses. Merci. Alors, je précise, certains étudiants qui étaient au bachelor l'année dernière le savent, sur les programmes bachelor à l'INSEC, nous avons été la première école à accueillir la première université du bonheur au travail, qui a accueilli plus de 100 entreprises, DRH, RH, formation et puis un petit peu tous les corps de métier de l'entreprise, et qui sont venus réfléchir ensemble avec ce think tank sur ce qu'était le bonheur au travail. Alors, c'est intéressant, même si l'innovation sociale, alors on va en parler tout à l'heure avec Herminio de façon un petit peu plus large dans l'entreprise, mais peut-être commencer sur le thème de votre magazine web Happy Job.
Happy Job, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'innovation sociale par rapport à la vision que vous en avez? Pour moi, le lien entre les deux, c'est vraiment la question du sens. C'est-à-dire que pour être bien dans son travail, quand on parle de bien-être au travail, on a en tête le bien-être physique, on a en tête, si je me réfère à certains reportages il n'y a pas très longtemps, le baby-foot, la petite pause qui va bien. Mais pour moi, c'est vraiment au quotidien à la fois le management et qu'est-ce qui fait sens pour le salarié. Et l'innovation sociale, pour moi, l'entreprise a un rôle à jouer, à la fois pour faire sens vis-à-vis de ses consommateurs, de ses clients, mais aussi pour donner envie à ses salariés d'être motivés au quotidien et de bien travailler. C'est vraiment aussi de se dire pourquoi je fais ce travail, à quoi je contribue et globalement à quoi ma mission, même si je ne fais qu'un bout du projet, à quoi je sers, à quoi je suis utile. Et du coup, les entreprises ont un vrai rôle à jouer. Et quand on aura quelqu'un de Michel et Augustin tout à l'heure, mais je pense aussi à des marques comme Innocent. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'entreprises qui du coup arrivent à lier l'innovation sociale et c'est un vrai moteur aussi pour leurs salariés et ça permet aussi d'être bien dans son travail parce que une des clés du mal-être au travail, c'est la perte de sens, c'est de se dire à quoi sert mon travail, à quoi je sers et d'être un peu englué, avoir l'impression d'être un peu inutile. Et je pense que pour moi, le lien, c'est vraiment le sens entre les deux. Alors la perte de sens, vous Herminio, comment vous la gérez dans une entreprise du point de vue de l'employeur? Alors, avant même de ne réagir à la question en particulier, il faut que je pose néanmoins mon cadre, si vous me permettez. C'est-à-dire c'est que le postulat initial et même le mot, le bonheur au travail, c'est quelque chose, indépendamment du contexte que je porte dans mon quotidien et dans mes expériences, auquel je ne crois pas. En tout cas, le mot bonheur ne me plaît pas dans le contexte du travail. Je trouve que bonheur, il y a quelque chose de trop humain, peut-être de trop noble ou de métaphysique. Alors, je préfère plutôt bien-être au sens étymologique. Être bien, ça c'est plutôt une aspiration que je peux partager. Malgré tout, je ne crois pas que dans la grande entreprise, ce soit le moteur, et encore moins que ça puisse le devenir. Ça, c'est le contexte dans lequel j'ai évolué, et je l'ai subi d'autant plus, ça va peut-être davantage répondre plus précisément à votre question, que dans mon parcours professionnel, entre des entreprises comme le Club Med, auprès duquel j'ai évolué durant plus de 10 ans, et aujourd'hui, malgré des fonctions différentes, je suis encore dans le loisir. C'est vrai que j'ai toujours renvoyé l'image du divertissement au travail. Fatalement, puisque vous vous occupez des vacances. On oublie qu'on travaille pour les vacances des autres, normalement, et que donc le bonheur, je l'exclus de facto, et le bien-être, il est rare. Si vous voulez, mon propos à moi, c'est un peu comme chercher à trouver du bien-être à l'école. Or, je trouve que aussi bien à l'école que dans l'entreprise, ce n'est pas le système en tant que tel qui peut vous l'apporter. C'est assez rare. Ce sont plutôt des profs ou des managers. Je ne crois pas au format entreprise pour le bien-être. Donc vous remettez la responsabilité sur le manager ou le leader du bien-être ou du bonheur en entreprise? Notamment, d'autant plus que quand l'entreprise, notamment une grande entreprise, alors là on parle, j'évoquais tout à l'heure le Club Méditerranée, c'est quelques milliers d'employés dans le monde, davantage le groupe MSC, on dépasse les 70 000 sur les 5 continents. Je trouve qu'il y a cette tentative des grandes entreprises, quelque part, d'humaniser leur contribution, leur quotidien, en s'appropriant les valeurs de l'humanité, comme la générosité, l'altruisme. Je vous donne un exemple. Durant 10 ans, Club Med avait imaginé un département avec un véritable manager et des collaborateurs qui devaient défendre en interne la Club Med attitude. Et nous en étions arrivés à un paradoxe où vous aviez, y compris le PDG, qui vous signait ses mails avec Club Med attitudinellement vôtre. Et voilà, ce sont autant de petites expériences qui me font dire non, 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 sans tomber dans la caricature de bien-être au travail. C'est une banane le matin avec, et les fruits qui vont avec. Alors vous, Géraldine, puisque à la Fabrique Spinoza, vous travaillez avec une multitude d'entreprises et que vous êtes sur un peu l'analyse des grandes tendances, est-ce que vous pencheriez un petit peu sur l'avis d'Herminio en disant que c'est peut-être propre aux grandes entreprises, ou qu'est-ce que vous observez comme tendance qui pourrait contredire ou au contraire aller dans le sens de ce que nous dit Herminio? Je souris parce que j'ai été un petit peu géo Club Med au début de ma carrière, mais j'ai plutôt tendance à dire que, y compris dans des grands groupes et dans des grandes structures, j'ai connu le bonheur au travail. Déjà, je l'ai vécu.
parce que pour moi, certains ingrédients étaient importants. C'est la qualité des relations, la vision du dirigeant, le droit à l'erreur et la confiance qui régnait au sein de l'organisation à laquelle j'appartenais. Donc ça, c'est des choses qui sont très très importantes. Après, pour répondre à la question de Claire plus particulièrement, je crois que aujourd'hui les grands groupes et les entreprises ont bien conscience des coûts de la souffrance au travail. Et du coup, ont vraiment conscience que d'une part, il faut prendre soin de ses collaborateurs et d'autre part soigner leur marque employeur aussi. Mais ça, je pense que la personne de chez Michel et Augustin pourra en parler encore mieux que moi. Mais pour attirer les talents, je pense que c'est la seule solution. Si je puis me permettre, pour moi, la responsabilité, elle est double. C'est-à-dire qu'elle est à la fois individuelle. Oui, l'individu est responsable de son bien-être, de son bonheur, pour se sentir bien dans la journée, déstresser, aller faire du sport, faire des pauses, essayer de se former tout au long de sa vie. On peut faire beaucoup de choses à l'échelle individuelle. Maintenant, l'entreprise a aussi un rôle pour que le salarié soit bien dans son travail. Si je prends l'exemple de quelqu'un qui travaille en bureau, c'est permettre le télétravail, c'est permettre une flexibilité sur les horaires, c'est permettre de gérer les TMS, par exemple, pour prendre un métier totalement différent, la coiffure. Vous êtes debout, penché tous les jours, c'est vous expliquer les bonnes postures, les bons gestes, c'est adapter votre matériel au quotidien pour éviter qu'au bout de 20 ans, vos lombaires vous pénalisent et vous handicapent au quotidien. Donc pour moi, il y a à la fois l'entreprise qui a un rôle de permettre ce cadre, mais aussi permettre aux gens d'évoluer, de se dire qu'on ne va pas rester 10 ans dans le même poste, mais que si vous avez des aspirations à changer de métier, d'évoluer, de prendre des responsabilités ou d'aller dans d'autres services, changer de casquette, on vous le permet et c'est possible, parce que vos aspirations à 25 ans, 30 ans ne seront pas forcément les mêmes qu'à 35 ou 40 ans. Mais d'un autre côté, oui, chacun a un rôle et doit prendre conscience, qu'on soit manager encore plus. J'ai envie de dire, il y a forcément le côté exemplaire et d'exemplarité entre le discours et ce qu'on fait. Quand on parle, par exemple, d'aménager les locaux, s'il y a des belles salles de pause avec baby-foot, sofa pour dormir, mais que personne ose y aller parce qu'il y a une culture du contrôle, ça ne sert à rien. Donc pour moi, c'est vraiment le bien-être au travail. C'est à la fois des multiples actions toute l'année, comme je le disais. Un team building ne suffira pas à vous faire une cohésion d'équipe durable, mais d'un autre côté, c'est prendre conscience qu'on a chacun un rôle. Et pour moi, l'impulsion de la direction est assez importante parce que du coup, c'est aussi dire aux gens que oui, le télétravail, on l'installe et vous avez le droit. Donc, c'est expliquer aussi aux managers de comment on manage à distance et comment on n'a pas la culture du contrôle d'avoir la personne devant soi toujours. Et c'est casser aussi des bonnes habitudes françaises. Je pense au présentéisme, de se dire youhou, on est là jusqu'à 19h, 20h. Non, c'est pas ça le bonheur forcément et c'est pas ça toute l'année en continu. Donc, pour moi, il y a vraiment une double responsabilité et l'entreprise peut pas complètement se dédouaner en disant chacun de faire selon sa sauce. S'il n'y a pas ce cadre-là qui permet d'être bien, je pense qu'on ne peut pas l'être au quotidien. Est-ce que le bonheur au travail, c'est générationnel selon vous? Parce qu'on pense là à nos étudiants qui ont une vision du travail qui est un peu différente, par exemple, de ma génération. Est-ce que finalement, ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre pas forcément de la mode, mais oui, de la génération? Quand on regarde les études, en fait, la génération Z et les futurs travailleurs que vous êtes ont des aspirations qu'ont qu'ont d'autres générations à 30 ans ou 40 ans, mais vous l'avez tout de suite. C'est-à-dire que moi, j'ai 34 ans on accepte les premiers boulots en se disant je fais mes armes, je verrai après pour le côté dont je parlais de sens, je mets de côté le côté conciliation vie pro-perso pendant quelques années. Or, votre génération, et les études le montrent, attend ça tout de suite, c'est-à-dire un travail qui fait du sens, de ne pas tout donner au travail, de mettre le travail à sa place et d'avoir mes soirées si j'en ai envie, par exemple. Donc je dirais qu'il y a en gros une génération qui attend ce que les autres attendaient un peu plus tard, tout de suite, mais d'un autre côté, ça oblige aussi, surtout dans certains secteurs où le recrutement devient assez compliqué, à bouger pour l'ensemble, et du coup ça répond aussi aux aspirations de salariés qui ont 30 ans ou 40 ans, mais qui du coup l'ont peut-être de manière moins exacerbée, mais je dirais que c'est une problématique qui est diffuse selon moi, selon les générations, mais peut-être plus qui va se poser de manière plus pressante avec les nouvelles générations. Alors l'innovation sociale, c'est donc soit le bonheur, soit une forme de bien-être au travail, on va dire, mais l'innovation sociale, par exemple, chez MSI Croisière, comment vous la vivez
à côté de cette nécessité de donner du sens et d'avoir des salariés motivés, qu'est-ce que vous mettez en place, vous, dans votre entreprise, Herminio, ou sur quoi vous réfléchissez pour dire, même si on n'est pas tellement pour le bonheur au travail, il y a d'autres éléments, je parle par exemple de gestion des talents, parce que le bonheur au travail, c'est aussi la gestion des talents. Comment vous avancez dans votre entreprise? Alors, je veux juste préciser que mes propos n'engagent que moi, et ce n'est pas forcément le propos des MSC, tout simplement parce que MSC, si l'entreprise en tant que telle pouvait parler, elle parlerait exactement comme d'autres grandes entreprises en défendant et illustrant peut-être avec les mêmes exemples ce que vous défendez. Et que conceptuellement, j'y adhère. Je vous dis juste, puisqu'on s'adresse à des étudiants qui vont affronter le monde de l'entreprise, encore une fois, de la grande entreprise, que ce bien-être plutôt que du bonheur, donc j'affirme à nouveau mes propos, tout en n'engageant pas les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, c'est une motivation, une recherche personnelle. Ne vous confiez pas à l'entreprise malgré ces grandes déclarations, si vous voulez à nouveau la caricature, malgré le baby-foot ou malgré les fruits le matin. C'est mon propos à la fois personnel, je peux l'illustrer aussi avec un contexte qui est celui des MSC. Donc, après l'innovation sociale, si vous voulez, là aussi, je suis désolé, mais je suis trop attaché au mot, c'est un concept qui m'échappe tout simplement parce qu'il doit nous échapper par définition. C'est-à-dire, puisqu'il y a du social là-dedans, malgré le côté un peu figé qu'on voudrait aujourd'hui, en 2017, de l'innovation, eh ben, ça évolue, tout comme la perception de la société elle-même. Alors, sans faire de grandes envolées historiques, mais une caricature contextuelle. Il y a encore quelques mois, en France notamment, on pouvait croire que socialement, on était bien, on retrouvait du bien-être, même du bonheur, si vous aviez presque la garantie d'un emploi fixe, si vous pouviez aller interpeller des juges qui n'étaient pas bridés par des paliers pour vous défendre éventuellement. Eh bien, on s'aperçoit que non. Aujourd'hui, sociétalement et socialement, pour les entreprises, comme pour l'ensemble des Français, globalement, eh ben, ça a changé. C'est-à-dire la mobilité, la flexibilité, c'est un nouveau levier à soupçonner. Il y a encore des mois, même pas des années, pour aller vers ce bien-être au travail, en tout cas, parce que dans la mobilité, on retrouve de multiples expériences, pouvoir faire des rencontres. On adhère à tout ça. Je vous dis juste, sans vouloir vous effrayer, comptez davantage sur vous, certainement davantage, c'était aussi mon propos quand je vous ai rencontré il y a un peu plus d'un an, sur vos professeurs et sur vos études. C'est le meilleur bagage pour que le bien-être, vous l'ayez non seulement au travail, mais d'une manière plus générale dans votre vie. Voilà mon propos. Ça veut dire qu'il y a de la responsabilité de chacun dans la façon dont il va mener sa carrière tout au long de sa vie, en réalité. C'est encore une fois ce que je pense. Et pour revenir à votre question, oui, la recherche des talents, mais encore une fois, on fait confiance, et on doit le faire, à un manager qui va devenir tout aussi rare, encore une fois, que votre prof qui vous a fait vibrer avec des choses inédites et qui vous passionne encore alors que ça n'intéressait personne. Et c'est très bien, puisqu'on a beau faire de grandes déclarations dans l'entreprise, le talent, il va émerger aussi à force de coudes, de croche-pieds, de rendez-vous. Enfin, il ne faut pas se faire autant d'illusions. Ne croyez pas, voilà, à ce qu'on va vous raconter. Comptez sur vous. Ça, c'est mon propos. Alors, il y a aussi un contexte culturel, je pense, français très fort, hein, puisque il y a deux pays en Europe qui est quand même, ce sont des pays riches. La France et la Finlande, de façon assez étonnante, sont les derniers dans le peloton des gens les plus heureux au travail, ou les mieux, hein, ce qu'on appelle le well-being dans les pays anglo-saxons. Est-ce que parce qu'il y a beaucoup d'étudiants chez nous qui sont internationaux, qui vont aller soit travailler un peu partout dans le monde, soit travailler en France en ayant grandi dans une culture différente, est-ce que finalement c'est pas aussi lié à la French attitude qui est de râler, de jamais être content, est-ce que finalement le salarié français, le travailleur français, il n'est pas heureux, tout simplement, mais... Les baromètres justement qui sont menés par la fabrique Spinoza qui montrent bien que
ou même le baromètre national du bonheur. On ne parle même pas de bonheur au travail. En général, les Français sont quand même plutôt heureux individuellement, mais pas forcément collectivement. Alors, bon, c'est des grands mystères, soit des sondages, soit des statistiques. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être ce côté culturel qui est assez pesant. Et pour autant, dans le dernier baromètre sur le bonheur au travail, Fabienne va connaître presque mieux les chiffres que moi, je suis sûre. On a autant de personnes heureuses au travail, à peu près 25%, que de personnes qui souffrent au travail. Oui, en fait, cette étude montrait le grand écart. En fait, vous avez soit des gens qui étaient bien dans leur travail, les 25%, ou des gens qui détestaient leur travail, et du coup, il y a un peu les deux extrêmes, donc on avait du mal à trouver un peu le juste milieu. Et après, ce que je trouve intéressant pour rebondir par rapport au fait de compter sur vous, là où je vous rejoins, c'est-à-dire, moi je dirais, vous limitez pas et vous enfermez pas dans là où vous allez aussi commencer votre carrière. Moi, j'ai été journaliste pendant 10 ans en étant en rédaction, pigiste, et sauf qu'au bout de 10 ans, le métier a évolué, et ce qu'on me proposait me convenait plus, c'est-à-dire que je me retrouvais pas dans fais tant de papiers par jour pour Internet et Google Actu devient ton rédac-chef et fais des gifs parce que ça passe. Non, j'ai pas fait mes études, j'ai pas fait ce métier pour ça. Donc du coup, c'est aussi se prendre en charge dans ce sens-là, c'est-à-dire que au lieu, moi j'avais des collègues qui en effet râlaient beaucoup mais ne bougeaient pas, c'est aussi vous dire ça me convient pas, qu'est-ce que je peux faire pour moi être bien dans mon travail. Et c'est aussi, et on a aujourd'hui cette chance de pouvoir se dire, de se créer son propre travail, de se mettre à son compte et d'avoir ce qu'on appelle être slasher, d'avoir quand vous avez plusieurs choses qui vous passionnent dans la vie, ayez ces plusieurs casquettes et vous réussirez à en vivre et vous vous imaginerez aussi votre vie, c'est-à-dire qu'au-delà du travail, c'est aussi imaginer quelle vie vous voulez, qu'est-ce qui est important pour vous et de faire que votre quotidien, oui, vous êtes bien au quotidien parce que votre travail vous plaît. Donc je dirais, vous limitez pas aussi et voyez grand, osez, et c'est là que je vous rejoindrai, c'est-à-dire en effet c'est aussi vous écouter et ne pas hésiter à prendre les choses en main plutôt que râler. Voilà, c'est aussi agir et se dire qu'est-ce que moi je peux faire, et s'il faut changer de travail, il faut changer de travail, et de toute façon vous le savez bien, vous serez amené à faire beaucoup de métiers différents dans votre vie active. D'ailleurs, c'est intéressant de rebondir là-dessus par rapport à l'intervention précédente. On voyait des entrepreneurs. Aux États-Unis, un emploi sur deux est aujourd'hui l'auto-entrepreneuriat, des jeunes qui sortent de formation. Donc c'est vrai qu'en France, on voit fleurir ces formations en entrepreneuriat. Alors, est-ce que ça veut dire que finalement, pour être heureux dans son job, il vaut mieux avoir un job où il n'y a pas de hiérarchie? Parce que ça, on l'entend suffisamment de la part des jeunes. Est-ce que ça veut dire que finalement, les modèles de la grande entreprise telle qu'il existe, dans laquelle vous êtes vous, il a fait un peu son temps et que les gens ne peuvent pas, par définition, y être heureux à cause des strates, des organigrammes qui écrasent un peu les salariés? Est-ce que ça veut dire que l'emploi heureux, c'est l'emploi où on est tout seul, quitte à être en télétravail? Je ne crois pas que ce soit une question d'être seul ou accompagné. C'est qu'à la base, quand on rentre dans le monde du travail en étant entrepreneur de soi-même, il y a déjà une démarche qui est différente. C'est-à-dire que vous êtes habité par une passion. Donc, encore une fois, là, on se rejoint. Sauf que, indépendamment de ce que je pense personnellement, je suis obligé aujourd'hui, entre guillemets, de représenter la grande entreprise. C'est là où il y a le décalage, si vous voulez. Mais si le point de départ pour des étudiants qui finissent leur parcours, c'est d'être habité par une passion, quelle qu'elle soit, et d'essayer, et je leur souhaite de réussir à en faire aussi leur propre travail, là forcément vous avez une superposition qui fait qu'en effet on pourrait atteindre, en tout cas il y aurait plus de possibilités de trouver l'équation entre le bonheur et le travail. Là pour le coup je retrouve le mot. La question de la hiérarchie, oui, mais et la stratification tout simplement, puisque ce sont autant de filtres qui vous empêchent d'être, j'allais dire, presque vous-même, c'est-à-dire de retrouver cette passion initiale, puisque nécessairement elle se dilue. Il n'y a rien de, je dirais, péjoratif d'un point de vue de la posture personnelle, même d'un manager qui ne réussirait pas. C'est juste que l'entreprise ne peut pas, à un moment donné, au-delà d'un certain seuil, fonctionner autrement que ça. Est-ce que c'est une limite de la grande entreprise qui a fait son temps? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut accepter que plutôt le modèle dans lequel ces grandes entreprises ont évolué, et là je retrouve un peu votre commentaire, est-ce qu'il y a une tristesse française au travail? Je ne crois pas.
je pense personnellement qu'il y a une tristesse française tout court. Mais si on reste sur le monde du travail, je dirais que la France, tout comme l'Italie, comme l'Espagne, est davantage issue de cette forme de capitalisme un peu patriarcal, où en effet, vous voyez, sans faire appel aux croyances religieuses des uns et des autres, mais si on assume que d'un point de vue philosophique, il y a une stratification dans laquelle chacun d'entre nous, quelle que soit son évolution personnelle et spirituelle, de toute façon a évolué, en tout cas il y a eu contact, on dit bien que c'est la malédiction d'Adam dans la culture de ces pays que je viens de citer. Et donc j'ai envie de continuer sur la boutade. Si c'était une malédiction, peut-être que quelqu'un nous l'aurait appris différemment. Donc je pense que c'est plutôt ce type de modèle-là qui se repense. C'est même pas qui doit être repensé. Je pense qu'il est en train de se repenser. Est-ce que la superposition, l'amalgame entre la start-up personnelle et la grande entreprise est quelque chose qui va faire évoluer dans le bon sens? Je ne crois pas. Je crois que ce sont deux modèles qui ne vont pas se rencontrer et que toute tentative, me semble-t-il, est assez vouée à l'échec. Il faudrait que l'entreprise se repense toute seule. Enfin, la grande entreprise. Qui est une tâche assez ardue. Assez ardue, oui, tout à fait. Et puis il y en a pour tous les goûts, comme ça, pour tous les types de profils. Oui, on dit, oui, il y en a pour tous les goûts. Tous les goûts sont dans la nature, sont aussi dans la on dit nature, en français. c'est vrai. Moi, je me suis toujours demandé, est-ce véritablement nécessaire? Mais ça, je vous laisse peut-être en débattre à une prochaine occasion. Question philosophique. Nous allons accueillir Anne-Claire Lang de Michel Augustin, qui a réussi à s'extirper avec toutes mes excuses, vraiment, des bouchons. Vraiment. Bonjour, J'avais prévu allez. 1h, 3/4 pour arriver et voilà, et j'arrive avec 3 quarts d'heure de retard. Les joies de Paris. Bah, vous arrivez mais très bien. C'est l'horreur là. Alors, nous sommes en plein débat Oui, sur le j'entends. bonheur au travail et l'innovation sociale. Alors, c'est l'occasion, on a entendu donc un petit peu MSC Croisière s'exprimer par rapport un peu à sa vision de l'innovation sociale et du bonheur au travail. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, vous qui étiez en partie RH et aujourd'hui Brand Content Manager, c'est chez Michel et Augustin, comment ça se passe dans votre entreprise ? Alors, quand on m'a contacté pour cette intervention, je me suis bien sûr posé la question est-ce qu'on se posait la question chez nous du bonheur au travail? Est-ce que c'était quelque chose qui était un de nos drivers? Et en fait, j'ai pas retrouvé le mot bonheur dans le driver. Moi, j'ai plutôt vu, et vous venez d'en parler, le côté en effet épanouissement, accomplissement de soi, parce que le bonheur est une notion un petit peu plus philosophique en effet que ce que. Enfin voilà, je pense que c'est un concept bien trop large. Pour qu'on puisse, enfin pour que nous en tout cas, on ait eu le temps de l'explorer encore. On fait d'autres choses, on fait des cookies. On n'a pas encore. Désolée, mais c'est une autre forme de bonheur. Une bonne idée. Mais voilà, déjà nous, je pense que ce qui est amusant, c'est que c'est dans l'ADN un peu de l'aventure, c'est un peu dans tout ce qu'on raconte. Et ce qu'on aime à dire, c'est que notre envie, c'est de faire sourire la planète. C'est redonner des couleurs aux courses alimentaires qui en manquent un petit peu. Et donc, par extension, c'est vrai que dans notre façon de travailler, on va fonctionner de façon un peu différente de ce qu'on va trouver dans d'autres structures. Donc, forcément, tous les jours, on va vivre des choses qui peuvent être amusantes. Est-ce que le bonheur, c'est l'amusement? Je ne pense pas. Hein. Donc, on va vivre des choses amusantes, on va vivre des choses extrêmement excitantes, on va vivre des stress positifs, on va vivre des stress plus négatifs, on va vivre plein de choses. Et en fait, je ne pense pas qu'on soit, je ne pense pas que ce soit notre but, que tout le monde atteigne le bonheur. Je pense que notre but, c'est en effet que tout le monde trouve sa place. Et aussi, alors, malgré tout, on est une aventure entrepreneuriale avec ce côté très, très engageant, l'entrepreneuriat. On est tous entrepreneurs à notre niveau. Quand les gens arrivent chez nous, on leur dit on est 110 à l'heure actuelle, chacun porte un 110e de la réussite de l'aventure. Et du coup, parce qu'on est responsabilisé, parce que voilà, on a chacun notre pierre à apporter à l'édifice, oui, il y a un côté très, très excitant. On se dit qu'on a un sens immense dans notre job au quotidien. Voilà. Mais donc, pour en revenir à ce que je me suis dit quand on m'a posé la question, je vais essayer d'intervenir, je vais essayer de parler sur le bonheur, mais je suis pas. J'ai fait des études de philo, mais je pense pas que ça soit quelque chose qui ait sa place là, vraiment.
Ou en tout cas parce que vous ne vous posez pas la question, parce que peut-être c'est quelque chose de naturel dans l'entreprise aussi. C'est ça. Oui, sans doute avons-nous une structure très différente de ce qu'on va trouver dans ce qu'on appelle les grands groupes, le CAC 40, les choses comme ça. Oui, ça va être extrêmement différent. C'est différent. Hein. Moi, je suis persuadée, j'ai des amis qui travaillent dans de très grandes entreprises et qui sont très heureux, qui donc atteignent, on va dire, une forme de bonheur. Mais je pense que après, chacun est bien là où il est. Il y a une question d'adaptation aussi à ce qu'on est. Quoi. Donc, Mais peut-être que sans le savoir, vous utilisez des outils du bonheur au travail. Par exemple, je ne sais pas, se poser la question de comment mieux travailler ensemble, commencer vos réunions avec une météo intérieure, ou ce genre de choses. Il y a peut-être des choses qui sont un peu comme le monsieur Jourdain. Exactement, tout à fait. On fait les choses sans le savoir, sans en avoir l'air. Tout à fait. On m'a encore parlé de ça l'autre jour à une intervention sur à peu près sur le même sujet à Sciences Po. Alors, oui, on fait sans en avoir l'air. Si je dois un peu résumer ce qui fait nos codes internes, c'est qu'on va avoir un organigramme assez plat, forcément. On n'a pas d'énormes niveaux de management, on n'a pas une structure hiérarchique très complexe. Est-ce que ça contribue ou pas à l'épanouissement de chacun? Ce qui est sûr, c'est que ça responsabilise davantage les gens, ça les incite sans doute moins à se cacher les uns derrière les autres et du coup à prendre leur part à la réussite d'un projet. Enfin voilà, je pense que ça va dans ce sens-là. Après, si on a un deuxième, on va dire, deuxième archétype qu'on retrouve dans pas mal de structures un peu comme l'autre, c'est qu'on a une communication assez fluide, on fonctionne énormément en mode projet, beaucoup moins en mode équipe au final, on travaille beaucoup les uns avec les autres, on est tous les uns à côté des autres. Alors après, ça a les avantages et ça a les inconvénients, ça a les défauts de ses qualités, parfois j'aurais juste envie de m'isoler dans une pièce et pouvoir avancer un peu plus vite, voilà. Mais c'est aussi ça qui fait que les projets avancent vite, on s'enrichit énormément. Enfin, moi, je travaille avec des personnes extrêmement différentes les unes des autres et c'est fou ce qu'on apprend en fait des métiers des uns des autres. Et après, on va dire le troisième axe, et je veux vraiment pas le mettre en avant parce que je veux pas vous montrer. Enfin, on n'est pas des bisounours, hein, on reste une boîte où ça bosse et ça bosse sacrément, et on n'en est pas arrivé là sans avoir sacrément bossé. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie convivialité, sans doute due à une moyenne d'âge. Hein. Enfin, on a une moyenne d'âge qui frôle les 30 ans, mais qui n'y est pas encore. Mais on prend tous un an chaque année, c'est la bonne nouvelle. Du coup, voilà, on a une moyenne d'âge qui augmente. Mais voilà, on a une vraie convivialité. Oui, moi, je me lève le matin, je sais que je vais aussi retrouver des amis qui me sont chers, une équipe oui, il y a vraiment de l'affection. Voilà, donc forcément, ça, vous mélangez tout ça, oui, c'est un petit peu différent de ce qu'on va trouver ailleurs. Vous avez une recette de cuisine particulière. Voilà, vous prenez une grosse bananeraie, vous mettez plein de trublions dedans, vous mettez du chocolat, parce que là aussi, il y a quand même un quatrième élément qui est la cuisine tourne à plein régime à peu près toute la journée, donc ça forcément, une bonne dose de magnésium dans le chocolat, ça fait que tout le monde est plus facilement de bonne humeur. Non mais blague à part, c'est vrai que il y a aussi, on a des centres d'intérêt communs, on est tous extrêmement gourmands, extrêmement gourmets, on aime tous pâtisser, on aime pâtisser ensemble, on passe le CAP pâtissier ensemble, enfin ça crée une ambiance voilà, oui, mais je viens d'une structure où on ne faisait pas du tout de cookies, où j'étais dans l'informatique et je m'amusais tout autant. Donc, il y a des cookies dans l'informatique aussi. Voilà, il y a des cookies dans l'informatique, tout à fait. C'est un petit peu moins, elle est trop bien. Elle est facile, mais il fallait la faire. Pas mal. Moi je propose qu'on la redise d'ailleurs. Allez. On peut. Oui. Merci beaucoup. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer peut-être aux questions pour que ça puisse un petit peu enrichir le débat entre les uns et les autres, puisqu'on a des points de vue assez différents et en même temps avec des points communs. Est-ce qu'on peut commencer par une première question dans la salle? Oui, je vois là-bas. Vous leur donnez un micro? Oui. Non, il n'y a pas une question là-bas? Je crois voir une main qui se levait. Vous avez forcément des questions sur le bonheur au travail et sur l'innovation sociale, la gestion des talents. Oui, le jeune homme là. On ne voit pas bien. Oui, je voulais poser une question simple.
on ne vous entend plus là sur... D'être heureux hors travail. Vous pouvez recommencer, Monsieur Réby? Ça a été entrecoupé sur le début de votre question. Ouais. Travail. Heureux, oui. Est-ce qu'on peut être heureux sans travail? Moi, j'ai cru comprendre. Non? Est-ce qu'on peut être heureux au travail sans être heureux hors travail? Ah, c'est une question très intéressante. Qui est-ce qui se lance Non, mais être heureux, c'est un état d'esprit aussi. Hein. Donc, si dans votre vie, vous savez pas voir les bonnes choses là où elles sont, ça marchera pas non plus dans votre boulot. Hein. Enfin, je sais pas. Il y a aussi des tempéraments inaptes au bonheur. Hein. J'en suis persuadée. Hein. Et après, je dirais que le risque, entre guillemets, si on peut parler de risque, mais d'être heureux qu'au travail et pas en dehors, c'est aussi de se dire, pour moi, c'est un équilibre. C'est-à-dire que vous allez aussi vous développer en dehors du travail, ça va nourrir votre travail. Et quand il n'y a que le travail, c'est là qu'on s'épuise, c'est là que le travail devient tout. Et c'est là aussi que tout droit, on peut voir le burn-out et des risques psychosociaux comme ça. Donc je dirais que pour moi, c'est à long terme, c'est pas forcément la meilleure idée. Une autre question? Oui, jeune homme. Bonjour. En fait, moi, je suis d'accord en fait avec Monsieur MSC. Herminio, c'est parfait. Voilà, Herminio et Madame Happy Job. Voilà. Mais en fait, ma question, c'est que comment faire pour appliquer les deux points de vue tout en restant productif? Alors, je dirais qu'on peut être bien dans son travail et travailler beaucoup, ce qui est mon cas, par exemple. Donc, c'est pas épuisé le cas, par exemple, chez Michel et Augustin, c'est ce qu'on disait, voilà, aussi. Du coup, moi, je dirais vraiment, c'est s'écouter et se sentir à sa place. Enfin, moi, ce que je trouve le point commun un peu de tous ces témoignages, c'est de se dire qu'est-ce qui vous convient à vous. Et une fois que vous aurez trouvé à la fois la structure, quand on parlait de grande entreprise, de start-up, d'être à son compte, c'est de savoir ce qui vous convient le mieux. Et du coup, c'est là où vous serez aussi le plus efficace derrière. C'est qu'une fois, c'est ce que vous disiez par rapport à se sentir à sa place, pour moi, c'est vraiment ça qui est la clé. Et c'est aussi de se reposer la question, ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui me va au début de ma carrière m'ira pas forcément 10 ans après. Et quand on se sent bien à sa place dans une structure qui nous convient, avec soit une équipe ou au contraire en solo, c'est vraiment de trouver vos moteurs à vous. Et je pense que c'est là, en fait, qu'une fois que vous vous connaissez, que vous savez à la fois ce que vous aimez, ce qui vous rend performant, qu'est-ce qui vous stimule le plus dans votre travail, qu'est-ce qui vous motive, et c'est ces motivations-là un peu intrinsèques qui vont vous permettre de vous dépasser et du coup d'être pleinement à votre potentiel et pleinement efficace. Et d'être entièrement soi-même, en fait. Moi, je trouve que c'est ce qui est le plus important. Parce que quelquefois, il y a justement des grands écarts entre la vie perso, la vie pro, etc. Et quand on arrive à aligner tout ça et à se sentir à sa place et pouvoir exprimer ses émotions, y compris au travail, et puis c'est pas un gros mot, en fait. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de météo intérieure ou ce genre de choses. C'est tout bête, mais quand on commence et qu'on a le droit dans une organisation de commencer une réunion en disant écoute là, moi j'ai passé 1h30 dans les embouteillages parce qu'il y avait la grève, etc. Ou j'ai déposé mon petit, il a fait une crise ce matin, c'était pas évident. On ne va pas te regarder de la même façon dans la réunion parce que ça sera juste posé et ça sera pas dans la réunion de toute façon, mais ça sera posé. Et donc d'être entièrement soi et de pouvoir exprimer ses émotions. Et ça, pour moi c'est la chose qui est magique dans une organisation. Nous, la façon dont Augustin le résume, il a une phrase qui est assez forte. Quand on lui pose la question à lui, chef d'entreprise, donc qui est un peu charge d'employés, donc de personnes dont une partie de l'accomplissement humain va passer par le travail et dans sa structure, il se dit, moi mon but c'est que chaque trublion soit tous les jours un peu plus entrepreneur de sa vie et dans la vie tout court. C'est-à-dire qu'il y a un côté entrepreneur de sa vie, c'est vraiment tu as pris les bonnes décisions, tu es à ta place, tu te sens bien, tu veux évoluer, voyons comment tu peux évoluer. Et dans la vie au sens, un état d'esprit qui le pousse aussi à être indépendant. Enfin, nous, on a beaucoup de trublions qui ont aussi quitté Michel Augustin pour monter leur propre entreprise, et ça montre bien aussi que c'est aussi... tu parlais de productivité tout à l'heure. En fait, c'est la productivité au sens... les gens
acquièrent une vraie liberté en fait dans leur façon de travailler. Ils savent travailler pour la structure dans laquelle ils sont. Et puis un jour, ils savent aussi voler de leurs propres ailes. Donc ça montre bien que c'est quelque chose qui fonctionne pour la structure à un instant T, mais qui fonctionne pour l'être humain, pour le sujet lui-même, qui ensuite peut vivre et travailler indépendamment de cette structure-là. Et je pense, ça, ce sont des cercles assez vertueux. Voilà. Mais pour revenir juste à quelque chose qui est un peu plus financier et sérieux, c'est le lien entre bonheur et performance. Et il y a 18 mois, 2 ans à peu près, au moment de l'Université du Bonheur au Travail, il y a un fonds d'investissement qui a été créé par Sycomore. Et le fonds s'appelle Happy at Work. Et ce fonds donc, est observé par Sycomore. Les entreprises qui sont observées sur la qualité de leur... du lien social, du travail, du bonheur au travail, tout simplement. Et ce fonds surperforme de 15% par rapport... Alors, moi, je ne connais rien en finance. Vous y connaissez sûrement plus que moi. Mais en tout cas, il surperforme. Donc, ça montre bien qu'il y a un lien entre le bien-être des salariés et la performance économique des entreprises. Non mais nous tous ici aussi, je pense que les jours où on est levé du mauvais pied, on sera beaucoup moins efficace en réunion, on est d'accord. On sera beaucoup moins dans l'interaction. Donc oui, moi, quand je suis bien dans mes baskets, je vais beaucoup plus vite. On est d'accord. Et plus créatif, et plus... Ça me semble un peu évident. Un peu évident, mais néanmoins vrai. Oui. Ma question, est-ce que l'argent fait le bonheur, c'est-à-dire est-ce qu'il suffirait de signer un gros chèque à la fin de chaque mois pour vos collaborateurs et de leur faire bénéficier de vos bénéfices annuels pour leur permettre d'être heureux dans leur travail? Moi je commencerais, ça compte, on va pas se casser les choses, un contribue, salaire ça compte, voilà, ça motive, ça fait partie des sources de motivation. Après les études sont assez intéressantes, c'est-à-dire que c'est une motivation jusqu'à un certain seuil. Alors je vais pas vous dire de bêtises, mais il me semble que le chiffre c'est à peu près 70 000, alors je sais plus si c'est dollars ou euros par an. La motivation par l'argent baisse, c'est-à-dire que c'est pas ça qui va vous rendre heureux après, et si le reste ne va pas, il y a forcément un moment où l'argent ne fera pas tout. Donc je dirais que c'est vrai jusqu'à un certain niveau. Et après, ce qui est intéressant, on a beaucoup parlé, pour prendre un exemple concret, il y a quelques semaines, d'un patron, Jean-Louis Brissot, qui a reversé plus d'1 million à ses salariés pour fêter, c'était les 30 ans ou les 35 ans de sa boîte. Donc c'était une initiative, les médias ont focalisé là-dessus. Donc oui, les salariés étaient très heureux, il y en a qui ont reçu 30 000 euros de primes dans l'année, donc ils étaient tous sourires. Maintenant, quand vous interviewez ce patron, ce qui est intéressant, c'est tout ce qu'il fait aussi dans l'année, c'est-à-dire en termes de management, quand on parlait d'autonomie, de liberté, comment il prend soin de ses salariés, il leur permet d'évoluer tout au long de l'année. Et pour moi, les gens étaient bien aussi là parce qu'il y avait tout le reste à côté. Et il n'y avait pas que la motivation par l'argent. Et vous, un gros chèque, ça change la donne ou pas? Moi, de toute façon, de par la moyenne d'âge qui a été évoquée tout à l'heure, je vais continuer à jouer le rôle du vieux et aigri, hein, parce que moi, j'en ai 50 d'années, donc... Et malgré mes propos, qui encore une fois, par contre, moi j'adhère à l'esprit philosophique du débat, je suis un homme heureux, pour répondre aussi à votre question. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Oui, décidément. Ceux qui vous disent le contraire vous mentent tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris que peut-être ce n'était pas leur choix à la base. Ils évoluent dans l'hémisphère nord, capitaliste, et oui, ça y contribue. Alors on vous dira, pas tout, mais... Rien ne fait le bonheur absolu, mais l'argent y contribue copieusement. Mais en réalité, je continue à être l'aigri et vieux de tout à l'heure. Vous voyez, il y a quelque chose qui m'interpelle dans les propos de Michel Augustin, ou plutôt d'Augustin. Déjà le fait de parler de tourbillon. Vous n'êtes plus des êtres humains, vous devenez quelque chose, un peu comme les géos pour le Club Med. En fait, si vous voulez, alors sans être aussi important qu'Augustin, mais je pense que chacun des managers plus ou moins bienveillants, puisque c'est un mot très à la mode, a dû trouver sa boutade, sa parade, en y croyant ou pas, pour quelque part, pour tirer vers le haut, en tout cas pour interpeller ses collaborateurs. Je vous livre la mienne. Elle vaut dans mon esprit tout autant que celle d'Augustin. Certainement, elle n'est pas tout aussi belle. Mais depuis désormais 25 ans que j'ai eu à manager des équipes,
Moi, je les ai toujours interpellés en disant « Je vous défie et je voudrais tellement que vous soyez d'abord des êtres humains et ensuite des collaborateurs de quelqu'un, pourquoi pas les employés de l'entreprise. » Or, c'est vrai, ça fait joli si vous en saisissez le sens. En réalité, personne n'y adhère. C'est-à-dire, vous allez rentrer chez vous, vous l'avez déjà oublié, si je vous le répète à un moment donné, mais qu'est-ce qu'il me vaut celui-là, malgré la prétention qui était la mienne de donner l'exemple de ce que je disais, puisque dans les entreprises qui ont été les miennes, croyez-moi, j'ai tout autant d'ennemis que je peux en avoir aujourd'hui dans la salle, je dirais même davantage, puisque les propos qui sont les miens, moi je les porte. C'est-à-dire, j'affirme, même dans le milieu de l'entreprise, je suis, alors là pour le coup, un trouble fait. Et donc, je pense que, oui, un bon manager doit faire ça. Est-ce que l'adhésion au niveau de la grande entreprise, elle se fait avec l'automatisme que les entreprises grandes prétendent? Je n'y crois pas du tout, je maintiens mon propos. Est-ce que, par contre, votre prédisposition personnelle peut faire en sorte que ce lien s'établisse? Je le crois fortement. Je vous renvoie encore une fois à vos études. Et avec toujours ma comparaison, c'est peut-être le fait que, plutôt que de travailler en entreprise, moi je suis un prof de philo raté, c'est-à-dire que j'aurais voulu faire autre chose dans la vie, et donc je renvoie toujours à mes études. Je trouve que c'est le meilleur des bagages dont vous puissiez disposer. Donc cette attitude-là relève du côté individuel des choses, enfin en tout cas bilatéral, comme c'est le cas aujourd'hui entre vous et votre prof, malgré les grandes déclarations. Je libère Fabienne qui a un rendez-vous important dans Paris. Merci à vous, Fabienne. Et au plaisir. Merci. Je te laisse. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions? On a encore un... Oui, je vois un bras levé là derrière. Il y en a. Allez-y, on vous écoute. Si je peux jouer le rôle du finance dans un rendez-vous avec le directeur, à quel point est-ce qu'on arrête de perdre le temps pour rendre les employés de bonheur et on commence à mettre en question le processus de recrutement et l'image du recruteur pour trouver les employés qui sont contents de travailler avec nous? À quel point est-ce qu'on trouve une balance et on met plus d'argent sur ça et arrête de faire tous pour que tout le monde soit content au boulot? Nous, dès le départ, je pense que c'est le premier enjeu, c'est justement la partie recrutement et on ne passe pas particulièrement de temps à travailler sur le bonheur. C'est ce que je disais tout à l'heure, je ne pense pas que ce soit notre mission de faire le bonheur des gens. Vraiment, j'ai du mal avec cette formule, mais tu soulignes un point en effet capital, c'est que le recrutement des gens qui vont se sentir bien aussi dans ce type de structure, c'est essentiel, et ceux qui vont savoir contribuer à chaque niveau à la performance de l'entreprise, c'est capital. L'autre jour, Michel donnait ses 5 conseils dans une interview, 5 conseils à des entrepreneurs sur qu'est-ce qu'il faut faire, en gros les 5 erreurs à ne pas reproduire, et il a cité j'ai mis trop de temps à comprendre à quel point un comptable c'était important et j'ai fait une énorme connerie et j'ai perdu quelques années de compte bien fait, et en fait parce qu'il n'a pas pris le temps de recruter, il n'a pas pris le temps de se poser la bonne question sur les bonnes compétences. Donc je sais pas à quel moment, tu te poses même pas la question en fait, c'est juste capital dans toute structure de peser et de réfléchir à chaque recrutement. Et en même temps, d'observer aussi quand même les soft skills, parce que c'est aussi de se poser la question, c'est comment le collaborateur que je vais recruter va interagir avec l'équipe, etc. Et donc le savoir-être est super important. Et il y a un monsieur qui s'appelle Michel Hervé qui a créé une structure qu'on peut appeler libérée, dans les termes qu'on emploie aujourd'hui, etc. C'est une société d'à peu près 2000 personnes, avec seulement 3 niveaux hiérarchiques, puisque ce sont des cellules, c'est un peu organique et biomimétique, en fait, la façon dont sa société est organisée. Et chaque cellule a un leader qui est nommé par l'équipe elle-même. Et Michel Hervé dit toujours, on ne recrute pas les personnes sur leurs hard skills, mais sur les soft skills, parce que sur les hard skills, ils vont pouvoir les acquérir et apprendre sur le terrain avec l'équipe. Donc c'est aussi très important. Du moins après, ça dépend
Non, mais Mais j'entends bien le c'est quand même comptable, hein. sympathique. Quand on se met nos critères de recrutement, c'est. Il vaut y a mieux qu'il fit soit ou- Ah oui, sympathique. c'est sympathique. Enfin, il y a fit ou il n'y a pas fit. Enfin, voilà, ça marche pas. On préfère se priver de gens extrêmement compétents, mais voilà, s'ils ont les dents qui rayent le parquet, en fait, on préfère s'en passer. Et moi, j'ai choisi mon expert comptable comme bonheur au travail friendly. Hein. Sinon, Oui, c'est pas sinon possible. travailler avec un comptable, déjà, c'est pas évident. Mais C'est alors, ça. si en plus il est pas sympa, c'est vraiment trop dur. Je ne sais pas si on a répondu J'ai à une la question. Je suis à Smith, qui est un de nos profs qui est spécialisé dans tout ce qui est management des talents et recrutement. Donc le pourquoi de sa question. Et merci à toutes les deux d'ailleurs, parce que sur les soft skills, avec Guillaume Martin, nous avons beaucoup travaillé sur le design pédagogique des programmes et nous avons, à votre corps défendant parfois, instauré des soft skills sur lesquels nous allons vraiment insister, parce que toutes les entreprises le disent, on va vous recruter, pas sur vos compétences techniques qui ne seront plus valables dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Alors, on n'a pas abordé d'ailleurs le terme d'agilité, de flexibilité, et on parlait tout à l'heure de performance grâce à une question d'un de nos étudiants. Je crois qu'au-delà de la question du bonheur, dans l'innovation sociale, c'est comment faire des salariés qui sont flexibles, mais flexibles au sens positif du terme. Alors, dans l'expérience qui est la mienne, encore une fois, je pense que ça, c'est un enjeu que les entreprises sont capables de décliner sur des formules ou des modules différents, tout simplement parce qu'il en va de leur propre survie. C'est-à-dire, c'est que l'entreprise elle-même, elle doit quelque part s'inscrire dans une agilité qui relève de l'environnement concurrentiel, qui soit de quartier, de région et aujourd'hui planétaire. Donc à partir de ce postulat qui est vital pour la croissance, voire parfois pour la survie de l'entreprise, quelque part en cascade, cette agilité devient un mode opératoire qui est nécessaire, au sens, là pour le coup, encore une fois philosophique du mot, qui ne peut ne pas être. Est-ce que, une fois qu'on a ponctué ça, on y arrive d'une manière tout aussi agile que la nécessité? C'est un peu plus complexe, mais je ne dis pas compliqué. Et ça l'est d'autant moins, je dirais, avec et grâce à vous. C'est-à-dire le travail que vous dispensez en tant que formateur déjà à l'école jusqu'au niveau qui est celui des étudiants que vous êtes, par rapport à l'étudiant que j'ai pu être moi et qui désormais n'est plus comme moi quand j'avais votre âge à vous, savez, 25, 26. C'est-à-dire, l'écart générationnel, il se mesurait de par mon propre âge à l'époque, c'est-à-dire 25 ans. Aujourd'hui, il se mesure en 10, en 15, même pas, peut-être en 10. Ce qui veut dire que vous êtes déjà structuré à la fois personnellement, intellectuellement et en termes de formation dans le moule de cette agilité. Or, aujourd'hui, les entreprises le savent. Il y a un renouvellement aussi du management qui se fait parfois par le forceps, mais aussi par la mécanique naturelle, qui va faire en sorte que cela s'inscrive. Alors, on en vient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce que l'entreprise, elle doit se repenser? Là, il y a clairement un repensement nécessaire. Je pense que la grande entreprise, celui-ci, l'a bien intégré. Et le monde de l'éducation, du moins, moi je trouve que c'est majeur et que c'est important que dans des structures comme les vôtres, on parle de soft skills, qu'on parle de sophro ou d'autres pratiques, parce que c'est pas dans toutes les écoles. Alors certaines se posent la question, il y a des chaires de bien-être au travail, de mindfulness ou autres, mais il n'empêche que c'est primordial, et je sais qu'à l'INSEC c'est le cas et que le virage a été pris, mais c'est aussi par ça que le monde de l'entreprise va bouger, parce que si on continue à former des étudiants dans des structures, du moins, en tout cas dans leur tête, dans des pyramides, ça ne marche plus, quoi. Il y avait encore une question, je crois. Oui. Paradoxalement, quand ça marche pas. Non, je vais. Vous avez un autre micro. Quand dans l'entreprise, on a une politique QVT qui est définie, est-ce que paradoxalement, c'est que ça ne va pas bien, justement? Une politique de qualité de vie au travail. Est-ce que vous avez une QVT chez vous? Une QVT, une qualité de vie au travail. Est-ce que vous travaillez là-dessus? D'accord, non. Vous n'en avez pas besoin. Donc la question est pertinente. Mais non, mais oui. Est-ce que si l'entreprise allait mal, vous mettriez au point
une procédure de qualité de vie au travail. Voilà, c'est un peu... Alors, je vois qu'aujourd'hui, par exemple, chez MSC ici en France, il y a des tentatives, enfin, dans ce sens-là. Vous n'êtes pas Autour des inscrit, obligations légales en plus. Non, sûrement. oui, voilà, il y a déjà des obligations légales. Encore une fois, l'adhésion, elle ne se fait pas à ces formules avec le naturel qu'on leur prétend. Néanmoins, elles sont nécessaires. Autrement, je dirais, le législateur, il n'allait pas s'en occuper. Et il a bien raison d'opposer le cadre et d'obliger aussi quelque part les entreprises à s'y inscrire et à le respecter. Et on en revient, encore une fois, à comment on anime tout cela une fois que le cadre est posé. Je dirais qu'il y a déjà le premier jalon qui est indispensable, nécessaire. Après, ça relève de la politique des entreprises. Moi, je reste sur le pluriel plutôt que de parler que de la mienne, même si je peux porter ces exemples. Mais je citais aussi d'autres entreprises pour lesquelles j'ai travaillé. Et ce n'est pas par pudeur par rapport à MSC, comme ça j'évacue le sujet très rapidement, c'est parce que MSC, malgré son rayonnement mondial, est une famille, enfin, c'est véritablement une famille. Mais c'est-à-dire, c'est un armateur, papa, maman, les 2 enfants, qui possèdent tout le bazar. Donc vous êtes là dans cette forme assez inédite désormais du capitalisme à l'italienne d'après-guerre, qui fait que finalement les valeurs qui sont défendues au sein des MSC, qu'on y adhère ou pas, ce sont vraiment les valeurs d'héritage de l'Italie du Sud, dont je suis aussi également issu, donc j'en parle avec bienveillance, même si je m'en suis enfui justement chez vous. Alors après, chercher l'erreur, mais donc voilà pourquoi, tout en étant bien conscient de ce que je représente, c'est une attitude qui vous échappe et qui va échapper à la planète, puisque quelque part, cette formule-là, elle est destinée à disparaître. Donc il y a une mouvance chez MSC qu'on a pu déjà affronter dans d'autres entreprises qui sont issues de cette même source, encore une fois. Alors, je ne connaissais pas l'acronyme QVT. Je connaissais qualité de vie au travail, mais je ne connaissais pas QVT. C'est pour ça que j'ai bugué. Donc, oui, nous, on a bien sûr un cadre, enfin, on a un cadre global. Alors, on est plus dans une dimension sociale. Enfin, on respecte un certain nombre d'obligations légales sur ce plan-là. Et ensuite... ça rejoint d'ailleurs un peu MSC, mais on est encore dirigé par les 2 fondateurs qui sont encore là, qui tous les jours font en sorte que ce qu'ils avaient imaginé au début ne soit pas lettre morte, c'est-à-dire que justement créer une aventure un peu sympa où on a envie de se lever le matin et de retrouver une équipe un peu soudée qui travaille sur le même sujet, et dans un même objectif. Voilà, c'était un petit peu au départ, c'était vraiment 2 copains dans une cuisine, et bon, maintenant on est 100 et on est sur 2 étages, mais ça reste à peu près la même culture. Et on a une certaine vigilance aussi sur ce côté. Je vous parlais de moyenne d'âge tout à l'heure. La moyenne d'âge jeune fait que, donc on a pas mal de gens qui sont dans leur premier job avec ce trait commun qui est on a du mal à prendre du recul sur les choses, sur la vie. On parlait de soft skills, mais on apprend de mon temps, et même encore maintenant, moi je m'en rends compte, mais on n'apprend pas à se rendre compte que dans l'humanité, il existe plusieurs types de caractères, de tempéraments, et qu'il est important de savoir interagir avec tous ces types de caractères et de tempéraments. On n'a pas d'intelligence de situation, ou assez peu, ou soit on l'a de façon innée, mais on ne l'a pas travaillé. Et du coup, on peut se retrouver face à des gens qui sont assez vite en détresse. Pas détresse au sens, ça va vraiment pas et je suis au bord du suicide, mais détresse au sens, ils ne comprennent pas forcément ce qui se décide, ce qui se trame sur certaines réunions, etc. Et du coup, on est assez vigilant sur cette population plus jeune. Enfin, on a beaucoup, parmi nos commerciaux notamment, donc chefs de secteur et puis quelques postes aussi à la bananeraie, on a vraiment des gens sortis d'école et pour qui c'est la première expérience. Et on essaye justement d'être beaucoup plus pédagogue. En fait, ça demande pas mal d'énergie de les accompagner parce que ça va très très vite. Il y a un peu l'impression de prendre un TGV en marche et on s'accroche à peine en marchepied. Et du coup, voilà, on est vigilant sur cela où on sait que on a du mal à prendre du recul, on prend très vite les choses à cœur, on prend les choses pour soi et voilà. Donc ça, c'est un des choses
que les managers ont plutôt en tête chez nous. Mais après, voilà, on n'a pas encore de comité là-dessus. Enfin, on a une DUP qui est quand même assez vigilante sur pas mal de points, mais voilà. On prend une dernière question peut-être. Oui. Donc, ma question concerne vous trois. Durant ces dernières années, nous avons remarqué que le taux de turnover et de burn-out a augmenté. La création de start-up a notamment augmenté. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'il n'y a pas une remise en question des grandes entreprises? Parce qu'au final, c'est une nouvelle génération qui est en train d'arriver et cette nouvelle génération va bientôt prendre votre place. Ce qui signifie, est-ce que cette remise en question ne devrait pas se faire? Parce qu'à un moment donné, nous arrivons, c'est une nouvelle génération avec un nouveau modèle et le fait d'avoir ce conflit nous empêche d'être associés, on va dire. Alors, je me permets de réagir le premier, tout simplement parce que je suis arrivé le premier. Non, je vous dis pourquoi. Et donc, j'ai eu l'occasion d'assister aux moments finaux de l'intervention, enfin des interventions de tout à l'heure. Et ça m'y fait penser, c'est-à-dire très heureux que vous preniez la place des vieux schnocks comme moi. Hein. Donc, si mon parcours devait vous interpeller, vous intéresser. Mais néanmoins, les propos de tout à l'heure m'ont également interpellé, c'est-à-dire c'était pour répondre à une des questions de la salle. Quand est-ce qu'une start-up ne l'est plus et qu'elle devient une entreprise? Donc, et j'ai trouvé intéressant le propos, puisque d'ailleurs les deux intervenants avaient, en prétextant des origines californiennes ou françaises, mais avaient une appréciation de ce moment clivant où on n'est plus une start-up et on devient une entreprise, qui n'était pas homogène. Mais en tout état de cause, à un moment donné, la start-up devient une entreprise. Que ça lui plaise ou pas. Et la plupart du temps, en réalité, c'est aussi l'aspiration. Je suis certain qu'à un moment donné, même Michel Augustin, il devait rêver de devenir l'entreprise qu'ils sont devenus, avec les contraintes qui s'y imposent. Ce que je veux dire par là, c'est que, oui, vous allez prendre la relève, mais ce n'est pas pour autant que c'est comme ça que ça va changer, la grande entreprise, puisque vous en serez une. Et donc, j'en viens toujours à votre propre parcours et ce dont vous serez capable de par l'individu que vous êtes et les individus dont vous allez vous entourer. Mais ce n'est pas le modèle, ce n'est pas un Moloch, quelque part, l'entreprise immanente ou un moulin à vent contre laquelle vous devez vous battre. Puisque, en réalité, l'entreprise, si on voulait encore philosopher, et à cette heure-ci on peut se l'accorder, ça n'existe pas. C'est un peu comme la société. Ce sont des concepts hautement intéressants, mais en réalité, l'entreprise, c'est aussi ça. C'est un amalgame de personnalités, d'horizons, de cultures, d'intérêts, de passions différents. Peut-être en start-up à la base, cette homogénéité est structurante, c'est-à-dire il faut que les Michel Augustin ils soient au moins passionnés par les biscuits, j'imagine, donc les deux copains. Et donc la passion doit être commune, ce qui n'est pas le cas peut-être désormais dans les grandes entreprises. Mais à la base, il devait y avoir ça. Donc, est-ce que vous serez, vous, cette nouvelle génération ainsi formée, capable de procrastiner cet esprit tout en étant grand et dans une grande entreprise? C'est peut-être ce vers quoi vous devriez tendre, en tout cas, le monde d'aujourd'hui auquel devrait aspirer. D'être intrapreneur au sein de ces grandes organisations, parce que c'est ça aussi qui est important, me semble-t-il. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière ta question la notion de avoir des croissances moins exponentielles, rester sur des structures à taille humaine, ne pas chercher à tous devenir des Facebook? Enfin, c'était ça aussi le sens de la question, je ne sais pas. Surtout le fait de la remise en question. De la même manière que le manager doit se remettre en question afin d'être plus performant et que son équipe doit être plus performante, se pose la question, est-ce que l'entreprise ne devrait pas aussi se remettre en question en oubliant aussi le côté de la croissance? Parce que d'accord. en même temps, on se dit il faut que l'entreprise soit rapport de la croissance, mais on oublie aussi le côté humain par rapport à tout ça. Mais c'est là que votre réponse était très judicieuse, c'est qu'il y a un moment, on ne peut pas tous être start-upers seuls dans notre espace de coworking, derrière notre ordinateur, avec... c'est pas ça la remise en question de l'entreprise. On est plus là donc sur une remise en question de la croissance à tout prix, grandir à tout prix. Pourquoi grandir?
Pourquoi aller chercher du chiffre d'affaires? Est-ce que c'est grandir ou mourir? C'est une question que nous-mêmes on se pose. Hein. Enfin, je pense que si Michel et Augustin pouvaient rester à ce niveau-là de développement, c'est-à-dire une centaine de personnes présentes physiquement dans 2, 3, enfin on est présent physiquement dans 4 pays maintenant, je pense qu'ils pourraient. Après, la question en effet qui se pose, c'est oui, mais est-ce que en fait c'est pas mourir in fine? Enfin, mais c'est aussi là, c'est quand même une remise en question de tout un modèle économique, plus que une remise en question de l'entreprise. C'est cette question de la croissance nécessaire, indispensable à notre survie. Et moi, je suis pour une remise en question de ce modèle-là. Je pense en effet qu'il faut... Et on compte sur vous, du coup. Voilà, merci. Rendez-vous aussi avec le prochain. Voilà, c'est une très belle conclusion, un appel un peu à la pertinence, à l'analyse critique des étudiants, qu'on essaie toujours de mettre en avant, mais aussi leur capacité à proposer des solutions. Donc vous n'avez plus qu'à, jeunes gens. En tout cas, un grand merci à tous les trois pour votre intervention sur ce sujet assez délicat, parce que finalement complexe. Merci Fabienne dans son RER. D'avoir pris ce temps pour nous. Un grand merci. Et je pense que nous allons clore cet après-midi. Nous vous donnons rendez-vous jeudi après-midi au même endroit sur 2 autres thèmes tout aussi passionnants qui sont l'excellence à la française et entreprendre dans les pays en développement. Donc c'est peut-être d'ailleurs dans l'autre sens, avec notamment Monsieur Attali qui nous fera l'honneur de venir faire une première interview et d'autres responsables d'entreprise qui viendront discuter avec vous. Un grand merci et donc bonne continuation à tous.